Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue en Caribe de ce soir pour rencontrer Patrick DeWitt. Merci beaucoup et bonsoir d'être parmi nous. Philippe Aronson, son traducteur, qui va nous aider à communiquer pour cette soirée. On va évoquer ensemble donc Heures et malheurs du sous-majordome Minor, qui est le dernier titre paru en français. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'un jeune homme qui va devenir un homme. On le rencontre le jour de son départ, il va quitter la maison, il a été placé par un curé qui a une certaine bienveillance pour lui, comme place de sous-majordome dans un château assez lointain, alors peut-être pas forcément très loin, mais en tout cas en dehors du village, et de toute façon il l'a pas quitté avant. On a d'abord les adieux, on a le voyage en train, et puis on a l'arrivée dans cette région qui est assez isolée ou recluse. Il se retrouve tout de suite confronté au village, un trio de personnages, deux hommes et une femme dont il va tomber forcément amoureux. Il y a aussi en arrière-plan une guerre dans les collines. On ne sait pas exactement pourquoi, au nom de quoi, qui l'amène. C'est des hommes sales avec des fusils et on ne sait pas exactement s'ils sont soldats ou rebelles, ni contre qui ils se battent exactement. Et puis il y a le château, lugubre, limite à l'abandon, habité par trois domestiques, donc le fameux Monsieur Olderglaff, qui est le majordome, Agnès la cuisinière, dont il ne faut pas dire que la nourriture est pas bonne, et Lucie, donc, qui prend la place d'un certain Monsieur Broom, qui a disparu et personne va commenter cette disparition. Et un mystérieux baron qui passerait ses journées enfermé dans sa chambre, ses appartements, à écrire des lettres à la baronne qui est pas là. Et bienvenue au château Von Hawks, ou Von Haw. Il y a beaucoup d'aspects et de facettes dans ce bouquin-là, et alors je vais pas forcément à chaque fois poser des questions, mais on va évoquer des grands thèmes ou des grands aspects, et puis en discuter ensemble. Est-ce que c'est à quelle époque ça se passe? C'est pas facile à définir. Ouais. Il y a peut-être que moi je pense qu'il y a une histoire intéressante à raconter, et c'est un peu la genèse du roman. I was thinking maybe we could talk about what you said the other night about the book really began in Paris when you were at the Récollet and you were reading you were writing one novel and telling a story. Donc je crois que peut-être que Patrick il peut raconter brièvement comment il a commencé comment l'idée lui est venue d'écrire ce roman et en quelles circonstances. Go ahead. I should discuss just the origins of it. Yeah, just talk about when you were in Paris and the situation and what you were writing and how you came to write this book. Well, I came to Paris with my wife and child with the intention of writing a book about an American investment advisor. Donc j'étais venu à Paris avec ma femme et mon fils, pensant écrire un roman sur un conseiller financier. And the idea in the novel was that he would expatriate from New York City to Paris, France, to avoid imprisonment. Et donc l'idée c'était que pour échapper à emprisonnement, il avait quitté New York pour venir à Paris. And so I came to look into this book, but also to just spend time in a city that I wanted to know better. Et donc en principe j'étais venu aussi pour écrire, pour faire mes recherches sur Paris, être sur place, mais en même temps aussi pour explorer la ville et pour mieux la connaître. But it became clear to me early on in my stay, I was here for 4 months, that the book was not going to behave and I was not going to finish the book. Mais très vite, parce que j'ai passé 4 mois à Paris, je me suis rendu compte que le livre n'allait pas se plier à ma volonté et qu'en fait ça n'allait pas marcher. Which has happened before and will surely happen again. C'était pas la première fois et c'est pas la dernière non plus sans doute. But it's a very bitter moment when you realize that a book is not going to go the distance. Mais c'est toujours un moment empreint d'amertume quand on se rend compte qu'on va pas pouvoir aller au bout d'une aventure. So when I was not pouting and feeling sorry for myself about this, I was reading at night fables, Jewish and Eastern European fables, to my son. Donc quand dans les rares moments où j'arrivais à m'extraire de la dépression provoquée par cette incapacité à écrire, je me délassais en lisant des fables et des contes à mon fils,
issus de la tradition juive ou des histoires, en fait, des fables, des contes d'Europe centrale. And it was very clear to me that the authors of these stories had much more fun than I was having when I was working on this book of the American Investment Advisor. Donc je me suis rendu compte en les lisant que ceux qui avaient ourdi ces histoires, raconté ces histoires, s'amusaient sans doute beaucoup plus que moi je ne m'amusais avec ce roman que j'essayais d'écrire. And I felt a great bitterness, and I recognized that I was going to have to make a change. And it occurred to me that I might work within the world, the confines of that which was being described to me in these fables. Donc l'amertume aidant, je me suis décidé à écrire quelque chose qui aurait peut-être une certaine similarité avec ces fables et ces contes que je lisais à mon fils. And beyond reading these books, I was staying at the Recollet, which is very much like a castle or a chateau, and it has a haunted history, a sort of morbidity or, you know. Et donc, chose primordiale, quand j'étais à Paris, j'habitais au Récollet, dans le 10e arrondissement, ancien couvent médiéval et extrêmement hanté et qui fait plus qu'un peu peur. And I think partly out of a relief at the fact that I had unburdened myself from the previous book, I wrote 30 pages, and it's exactly how it stands in the book, more or less, in a very short space of time, which is about a week for me, which is abnormally quick. Et donc, le soulagement d'avoir décidé de ne plus continuer d'écrire ce roman qui n'avançait pas sur le conseiller financier, et ma décision, j'ai pu écrire 30 pages en une semaine, et c'est les 30 premières pages de ce livre. Ça n'a pas bougé, et parce que pour moi, c'est extraordinaire d'écrire autant en une semaine. D'habitude, j'arrive pas. Unfortunately, my wife and I suddenly had a large argument ending in a separation, which is now going towards divorce, so I had to leave Paris and my happy book and return to the United States of America. Et ma femme et moi ont connu une période très dure et on a décidé de se séparer. Donc notre séjour à Paris a été interrompu et la joie que j'éprouvais justement que j'avais éprouvée dans les 30 premières pages de ce livre a été brutalement interrompue. On a dû rentrer aux États-Unis. And from the moment I returned, I still was very affected and involved in the book, but it took 3 years to finish it, which is a complete different scenario than how it had begun, which was so effortless. Et donc, contrairement à la facilité avec laquelle j'ai pu écrire les 30 premières pages à Paris, une fois arrivé aux États-Unis, ça m'a pris 3 years. Ça m'a pris 3 ans pour écrire le reste du livre. And I credit the ease of the writing with Paris in some way, or just the relief at being free of the older book. But I have the sense that if I'd stayed, I probably would have finished it a lot quicker. Et j'ai la sensation, enfin je me dis, je sais pas si c'est vrai, mais que si j'étais resté à Paris, je l'aurais écrit beaucoup plus rapidement. Et pour moi, vraiment, c'est un livre que j'identifie beaucoup à Paris. Yeah. The Haunted... Justement, du coup, dans ce livre, il y a tous les codes du roman gothique. Il y a notamment, ça commence par un pacte avec la mort ou avec le diable, on ne sait pas trop, avec quelqu'un en tout cas. Parce que toute cette histoire pour donc Lucie, le sous-majordome en question, a commencé avant le jour du départ où nous on le rencontre, alors qu'il était tombé malade. Et dans l'extrait que je vais lire, il est souffrant, il est aux portes de la mort. Lui sait et ses parents savent qu'il ne va pas passer la nuit. Alors comme c'est à la page 17, on se doute que si, en fait. La nuit suivante, seule dans sa chambre, Lucie se familiarisa avec les contours de la mort. À l'instar de quelqu'un qui plonge et émerge sans cesse du sommeil, son esprit glissa entre les deux mondes. Ce fut terrifiant mais curieusement charmant comme des chatouilles. L'horloge sonnait 2 heures lorsqu'un homme que Lucie n'avait jamais vu pénétra dans la pièce. Il portait un habit informe qui ressemblait à un sac en toile de jute. Sa barbe marron, soigneusement taillée, tirait sur le noir. Ses cheveux mi-longs étaient plaqués sur ses tempes comme s'il venait de les humidifier et de les coiffer. Il était pieds nus et une couche de boue durcie remontait sur ses tibias. Il contourna le lit de Lucie pour s'asseoir dans le fauteuil à bascule dans le coin de la pièce.
Les yeux vitreux, à peine entr'ouverts, Lucie le suivit du regard. Sans avoir vraiment peur de l'inconnu, il ne se sentait pas non plus complètement à l'aise en sa présence. Au bout d'un moment, l'homme déclara « Bonjour, Lucien. »« Bonjour, monsieur Croas, coassa le garçon. Comment vas-tu ? » ?»« Je meurs. » L'homme leva un doigt. « Ce n'est pas à toi de le dire. » Puis il garda le silence et se balança, manifestement content, à croire qu'il ne s'était jamais balancé auparavant et trouvait l'activité gratifiante. Mais soudain, comme frappé par une réflexion ou un souvenir, il immobilisa son fauteuil, son visage s'assombrit et il demanda « Qu'espères-tu de l'existence, Lucie ? Ne pas mourir ? Au-delà de ça, si tu restes en vie, que souhaiterais-tu qu'il advienne ?» L'esprit de Lucie était engourdi et la requête de l'homme lui parut une énigme abyssale. Malgré tout, une réponse lui vint et les mots franchirent ses lèvres. « Que quelque chose m'arrive. » L'homme en toile de jute trouva cela intéressant. « Tu n'es pas satisfait ? » « Je m'ennuie. » Lucie se mit alors à sangloter un peu. En effet, cet aveu lui parut pitoyable et il eut honte de lui-même, de sa vie médiocre. Mais il était trop faible pour pleurer longtemps, et lorsque ses larmes séchèrent, il examina la chandelle et les ombres vacillantes qui se projetaient à la jonction du mur et du plafond. Alors que l'âme du garçon s'apprêtait à s'envoler, l'homme se leva, s'agenouilla près de son lit, colla sa bouche sur son oreille et inspira. Lucie sentit la fièvre et le mal-être quitter son corps. L'homme s'éclipsa en retenant son souffle et, une fois dans le couloir, se dirigea vers la chambre de ses parents. Un instant plus tard, le père de Lucie fut pris d'une quinte de toux. À l'aube, le visage de Lucie avait retrouvé des couleurs et celui de son père avait blêmi. Les paupières de l'homme, à la naissance des cils, avaient rougi. À la tombée de la nuit, ce dernier avait été alité alors que son fils arpentait prudemment sa chambre. Lorsque le soleil se leva le lendemain, Lucie se sentait bien, mis à part quelques courbatures, et son père était mort dans son lit. Un rictus ensanglanté lui déformant la bouche et les mains recroquevillées telles des griffes. Et là, on a vraiment toute l'ambiance de Heures et malheurs de ce majordome mineur condensée en un extrait. C'est-à-dire qu'il y a un côté, par moments, un peu drôle, par moments carrément morbide, et par moments qui flirte avec le fantastique. Et c'est ce mélange-là qui est particulièrement original et bien dosé, et qui est super chouette à lire. Je reviens sur le roman gothique. Il y a le décor, donc cette région qui fait penser aux Carpates. Les contes d'Europe de l'Est dont on parle, effectivement, c'est exactement ça. Ce château immense qui est lugubre, qui est froid, qui semble à l'abandon. Il y a le baron qu'on ne voit pas. La disparition du prédécesseur, dont on a du mal à savoir ce qu'il est devenu, les règles apparemment absurdes qu'on pose à Lucie et qui, lui, va comprendre assez rapidement leur raison d'être, mais à ses dépens, évidemment, c'est-à-dire ne jamais dire du mal de la cuisine d'Agnès, toujours fermer sa porte à clé la nuit, ça c'est important, ne pas ouvrir les lettres que le baron envoie à la baronne, etc. etc. Et du coup, ma question c'était... pour les Frères Sisters, donc les Frères Sisters c'est un western. Et vous aviez dit que au début vous vouliez vous moquer du genre western, et puis vous aviez fini par prendre l'histoire au sérieux. Quel rapport vous avez eu avec les codes du roman gothique dans celui-ci? How much did you play with the rules of the Gothic? How present was that? Well, I think with Sisters Brothers, I felt more a belligerent, and I wanted to, J'étais plus agressif en fait, j'avais envie de mettre un grand coup de pied dans le western. J'avais moins de respect, on va dire, pour le genre. Because I think within the confines of the western, you have every negative aspect of American society. Parce qu'il y a tous les aspects négatifs de la société américaine sont dans le western, dans les codes du western. Drawn to be heroic, Donc dans cet héroïsme effréné, etc. I think the difference with this new book is that I felt in that one way there was less at stake. It was just more a style or mode of storytelling that I admired. Oui, là j'avais moins d'hostilité envers le genre, puisque j'admire un peu justement cette forme. Donc l'enjeu n'était pas du même ordre. D'accord.
Un autre aspect qui est super important, c'est que c'est un récit initiatique. Quand on rencontre Lucie, au début, c'est un jeune homme lamentable. Il ment beaucoup, il ment mal, il est lâche, il est un peu malfaisant ou il est mesquin en fait. Il a pas beaucoup de substance, il n'existe pas vraiment pour les gens qui le côtoient. On se rend assez... Au moment de son départ, ça crève les yeux, il n'y a jamais eu de place pour lui dans cet environnement, c'est-à-dire que il va pas manquer à grand monde. Et curieusement, dans le nouvel environnement qui va être le sien, qui est dur, qui est froid, qui est étranger, il va rencontrer beaucoup plus de bienveillance de la part d'autres personnages, d'intérêt, même d'amour, et quelque chose qui va lui permettre de s'épaissir, de prendre de la substance, de faire des choix, de faire des erreurs aussi, mais quelque chose de moins, de plus affirmé, quelque chose de plus... Il devient pas un héros non plus, faut pas pousser, mais un anti-héros plus solide et plus sympathique que ce qu'il avait commencé à être. Et ma question c'était, quelque part, il y a pour moi un chemin inverse à celui d'Ablution. Alors Ablution, c'est l'histoire d'un barman dans un bar hollywoodien qui commence de façon assez détachée en décrivant la faune qui passe devant son comptoir, et puis petit à petit c'est le contraire, c'est-à-dire que lui se laisse happer par les choses et commence à perdre de la substance et à dégringoler et à lâcher des amarres. Au contraire, Lucie, une issue heureuse quand même aussi. Hein. Il s'en oui, sort totalement de manière inattendue. Voilà, un coup de pied, un coup de talon final. Parce que le happy ending est quand même is an important aspect of your work. Yeah, it's a personal weakness. Il considère que c'est une faiblesse personnelle de toujours vouloir avoir une fin happy end. Pardon, je t'ai interrompu. Non, c'est super intéressant. Et du coup, la question c'était, est-ce que c'était voulu ces trajectoires croisées ou pas Did you think at all about that, about the kind of reverse journey of the hero, these two anti-heroes, because they're both kind of anti-heroes? No, but it's more common than not that I don't notice the correlations and similarities or opposites of my work. It's usually something that's pointed out to me after the fact. En fait, non, j'ai pas remarqué, mais il faut dire que la plupart du temps, toutes les corrélations, enfin les choses qui sont semblables ou dissemblables entre mes romans, les personnages, c'est d'autres qui remarquent, c'est jamais moi. Je vois pas. On the one hand, I take writing as seriously as you can take something, but then on the other hand, I approach it as a play of some kind, you know. Not a play like on a stage, but as yeah. Même si je prends le métier de l'écriture aussi sérieusement qu'on puisse prendre quelque chose, l'aspect ludique n'est jamais loin. Enfin, pour moi, c'est vraiment un jeu. So when you're a child and you play in a park, say, you don't intellectualize your decisions, they just occur. Quand tu es gamin et que tu joues dans un bac à sable, tu n'intellectualises pas tes actes, tu agis, et c'est un peu la même chose. Et du coup, c'est intéressant parce que tous les personnages, que ce soit dans les Frères Sisters, dans le sous-majordome ou dans Ablution, on a souvent des personnages qui ont un problème de vocation. Ils se disent qu'ils sont pas forcément à leur place là où ils sont. Donc Ellie Sisters, un des tueurs à gages des Frères Sisters, en fait, il voudrait plus tuer des gens, il voudrait avoir un petit commerce, une femme, se ranger, quoi. Et or, il se retrouve embarqué dans une histoire de contrat. Le narrateur d'Ablution est barman, mais c'est en attendant d'écrire un roman, c'est pas le but de sa vie. Et là, on a Lucie qui est pas non plus hyper adaptée à sa charge. Et du coup, ma question c'était, est-ce que cette question de la vocation qui n'en est pas une, c'est quelque chose qui vous travaille ou... Is that something that you think of at all?
the overarching theme characters, yeah, as a theme. that are Characters trying misplaced to, or seeking. yeah, they're seeking some kind of Yeah, redirection. yeah. I think that a fully formed character is of very little use to me. You know. Un personnage qui serait complet, qui aurait compris la trajectoire de sa vie, ne m'arrangerait pas vraiment en tant qu'écrivain. And I think it's much more interesting for me and hopefully for the reader as well to focus on people who don't quite understand what's coming next. Donc c'est bien plus intéressant pour moi comme écrivain et aussi pour le lecteur d'avoir des personnages dont on ne sait pas vraiment ce qui va arriver dans la minute qui suit. Et du coup, c'est lié au fait d'écrire comme on joue. Ou pas? Is that linked to the kind of playful aspect of writing that you were mentioning earlier? I suppose so. I mean, there's very little about writing that is laborious to me. Even rewrites has an element of lightheartedness. Sans doute, parce qu'il y a vraiment il y a pratiquement rien dans l'écriture qui me semble laborieux. C'est toujours un plaisir, et c'est toujours même de réécrire, même les relectures. C'est pas quelque chose qui me fait souffrir. Et en même temps, on a aussi Contrairement à la plupart des gens. Unlike just about everybody else. je reste toujours sur les personnages. Un dernier aspect qui est assez intéressant et qui est commun à beaucoup des personnages, c'est ils sont imprégnés d'un certain dégoût d'eux-mêmes. En tout cas, de la conscience. Ils ont complètement conscience de leur noirceur ou de leur médiocrité. Et en même temps, ils sont hyper attachants. C'est des personnages qu'on aurait envie de les secouer pour les faire réagir, pour leur dire mais arrête, bouge, fais quelque chose. Mais en même temps, ils sont rarement secoués en fait dans les livres. Et avec Lucie, je trouve que on a vraiment en plus le mode d'emploi, c'est-à-dire que Lucie, pour le changer, il faut l'aimer. Et c'est comme ça qu'il devient adulte en fait. Là, j'ai pas forcément de questions précises. Mais... That's the issue. I have a question. If you could bounce off of that. Yeah. Well, I do agree with that. I think that when you leave home as a young person, that's when your life, your second life, officially begins. And there's very few people in the world who leave without thoughts of falling in love and being loved. Lucy is someone who's never experienced it, even in his home with his mother and father. So I think it's more important to him than an average person. So. C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, quand on quitte le foyer et qu'on part vivre de ses propres, voler de ses propres ailes, souvent on pense justement à rencontrer quelqu'un, à connaître l'amour. Ça fait partie des choses qu'on s'attend, tandis que lui, il n'a jamais connu l'amour, il n'a jamais pensé que c'était possible, même à la maison, ses parents ne l'aimaient pas. Donc c'est vrai que pour lui, c'est encore plus important. But then also I was speaking yesterday about love is a fascinating subject to write about because it's a universal desire, but also it's such an unstable thing. And if it were more stable, then it would be far less important to us. But there is the fact when you fall in love, in the back of your mind, there's the realization that at some point it will probably go dead. C'est vrai que l'amour est vraiment le sujet par excellence, parce que tout le monde désire l'amour, tout le monde connaît l'amour, mais en même temps il n'y a rien de plus instable. On ne sait jamais ce qui va arriver, et c'est vrai que même en tombant amoureux, c'est rare qu'on n'ait pas quelque part dans l'esprit l'idée que peut-être que ça va se casser la gueule. Et du coup, à propos d'amour, le vœu de Lucie qu'il m'arrive quelque chose ne serait pas complètement réalisé s'il n'y avait pas une vraie histoire d'amour derrière. Et donc il va tomber amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Clara, alors c'est compliqué, et moi j'ai beaucoup aimé ces histoires compliquées, parce que elle n'est pas exactement disponible, enfin si, mais elle-même elle sait pas trop. Lucie va d'abord croire que oui, c'est bon, et puis en fait il va comprendre qu'il a un rival, et puis que peut-être pas en fait. Il va en être triste, et puis il va en être jaloux, et puis en même temps, en parallèle, on comprend pas exactement ce qu'elle lui trouve, parce que il ne lui apparaît pas non plus sous son meilleur jour quand il apparaît.
on se dit que peut-être c'est un effet magique de son vœu à lui qui fait que il faut que quelque chose lui arrive, même si des fois il est un petit peu pathétique. Et du coup, voilà, cette question d'instabilité, justement, je trouve qu'on la retrouve beaucoup dans la relation de Clara et Lucie, où on sait jamais trop qu'est-ce qui est en train de se passer. Mm-hmm. Mm-hmm. And it's never stated explicitly in the book, but I think Lucy is aware that it will likely end, and love tends to end poorly as opposed to positively. So that's sort of the looming character, the faceless, nameless character in the back of his mind and the reader's mind, which is that it will likely go poorly. I suppose it's ended ambivalently, but I just know that whenever I feel that moment of love, it's a two-sided experience, because you feel so fortunate as though you've won the lottery. But if you win the lottery, you will eventually spend the money. You know. And then what? C'est vrai que même si c'est pas explicité dans le livre, je crois que Lucie sait que ça va pas forcément marcher, cette histoire, et c'est quelque chose qui hante un peu le roman. Et c'est vrai que moi je sais que quand je tombe amoureux, je pense que c'est un peu comme gagner au loto. C'est quelque chose de tellement extraordinaire, mais on sait qu'éventuellement on aura dépensé tout le fric. Et autour, alors un autre versant là qui n'est plus exactement de l'amour, autour de lui on a des exemples de passions qui sont moins pures, des désirs qui sont plus peut-être écœurants ou écœurés, alors que ce soit dans le passé de Clara où il y a des choses pas jolies, mais surtout en la personne d'aristocrates qui vont passer par le château et se livrer à la décadence et la lubricité la plus totale. On a quelque chose de grotesque, et à côté de Lucie qui lui vit une idylle très fleur bleue. Alors même si c'est une fleur bleue un peu maladroite et parfois mesquine, il passe pour un grand innocent, sauf que les plus grosses bêtises qu'il va faire, il va les faire par amour. Et finalement on a toujours quelque chose de... On a toujours cette deuxième face qui fait que... comment dire, la plus jolie chose est un sac de nœuds dans lequel on va trébucher. I'm not sure what I have to say about that. I'd like to... Je sais pas trop quoi dire par rapport à ça, mais... This is more an anecdote, but in my discussions of love, which I've had to do quite a lot since this book has come out, I once did a reading in Vancouver where I disparaged love to no end, forgetting that my girlfriend was in the audience. And we had the biggest fight after this. Par rapport à l'amour, justement, je suis une petite anecdote. À Vancouver, j'ai fait une lecture où j'arrêtais pas de casser du sucre sur le dos de l'amour en disant que l'amour, c'était nul. Et j'ai oublié que ma copine était présente pendant la lecture, et après on a eu la plus grosse dispute qu'on ait jamais eue. Tu rigoles. L'écrivain, tellement dans son truc. Her question was, is it so bad? Is it really that bad? Et elle m'a demandé, est-ce que c'est si affreux que ça, ce qu'on vit? Et c'est aussi... alors là, voilà, on parle de choses graves, on parle de choses dures, on parle de choses pas forcément jolies, mais c'est aussi un roman qui est bourré d'humour, qui est un humour grinçant. Alors il y a plusieurs aspects, parfois on est vraiment dans le grotesque et la farce la plus totale, parfois on est dans un humour très à froid, très pince sans rire, et parfois dans le petit détail glissé dans une scène qui est par ailleurs très sombre. Alors dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, il y a donc voilà ce personnage qui serait peut-être soit le diable, soit la mort, on sait pas trop, qui s'approche du jeune homme qui est mourant, et il prend quand même le temps de se basculer dans le fauteuil à bascule en appréciant la sensation comme si c'était la première fois de sa vie. Et voilà, ça va être ce genre de petites paillettes dans des scènes par ailleurs très noires. Ou alors, des fois, c'est carrément du dialogue presque de théâtre. Du dialogue qu'on a envie... Alors, ça va peut-être pas donner pareil que dans ma tête quand moi je vais le lire, mais c'est du dialogue de farce. Alors,
la première soirée qui passe, il a rencontré donc deux hommes dans le train et il s'invite chez les deux sont voisins et un vieux et un jeune, et il s'invite chez l'un des deux qui le retient à dîner. Donc le vieux s'appelle Memel et le jeune s'appelle Mévé, qui est son voisin. Basculant la tête en arrière, donc là ils sont à l'intérieur de chez Memel. Basculant la tête en arrière, il cria « Mévé !» La voix étouffée de Mévé résonna à travers le mur. « Quoi ?» dit-il depuis sa cahute. « Clara est avec toi ? Oui ! Elle est toujours en colère après moi ?» Lucie entendit la prénommée Clara murmurer, mais sans comprendre la teneur de ses propos. « Elle dit que non !» répondit Mévé. « Et c'est vrai ? Oui, je crois. Et toi, tu es toujours en colère ? Pas du tout. Alors venez, s'il vous plaît, manger avec nous. » Silence, et encore des murmures. « Comment ça, nous ?» demanda Mévé. « Lucie est venue nous rendre visite, le garçon du train. » « Oui, il nous espionnait par la fenêtre il n'y a pas 5 minutes. » Memel lança un regard interrogateur à Lucie. Ce dernier secoua la tête. « Je ne faisais que passer, chuchota-t-il. »« Il affirme qu'il ne vous espionnait pas, Mévé. »« Ah ? Il faisait quoi alors ? » ?»« Il passait par là, c'est ce qu'il dit. » Murmure supplémentaire. Mévé reprit. « Demande-lui, s'il te plaît, si selon lui passer quelque part implique d'être en mouvement. » Lucie acquiesça, il supposait que oui, il fallait bien bouger pour passer quelque part, et Memel répéta sa réponse. « Et comment, poursuivit Mévé, explique-t-il le fait d'être resté immobile devant ma fenêtre ?» Memel haussa les sourcils. « Tu étais immobile, Lucie ? » ?»« Je me suis peut-être attardé un instant. »« Il précise maintenant qu'il s'est attardé un instant, fit Memel. »« Je vois, répliqua Mévé. Murmure. On aimerait savoir, dans ce cas, quelle différence il fait entre les deux. » Lucie crut percevoir un rire étouffé de la part de Clara. Il dit à Memel. « Espionner sous-entend l'espoir de récolter des informations personnelles. Mon intention était beaucoup plus innocente. » Memel assimila et répéta ces paroles qui déclenchèrent une nouvelle messe basse entre Mévé et Clara. Pour finir, le premier déclara. « Est-ce que Lucie dirait qu'il a été pris d'une simple curiosité ?» Lucie était désormais certain d'entendre Clara et Mévé s'efforcer de dissimuler leur hilarité. « Eh bien, sans qui Memel qui souriait. « C'est juste, je crois, répliqua Lucie. »« Il dit que c'est juste !» répéta Memel. Pendant un moment, Lucie n'entendit plus aucun murmure de l'autre côté de la paroi. Et finalement, Clara prit la parole. « On finit notre partie, père !» s'exclama-t-elle. Ils étaient en train de jouer. Donc voilà, et beaucoup, enfin la plupart des dialogues bien, sont. C'était c'est très bien, vraiment c'est. She's such a good reader. Yeah, c'est très très bon, c'est super. Et la plupart des dialogues en fait sont des dialogues de théâtre presque. Yeah, very like theater, like. I thought of it so clearly. At a certain point, I began to think of it as a play on a small stage, with a scrim in the background of a castle. You know? Yeah, c'est vrai que très très vite j'ai vu des scènes vraiment sur une toute petite scène avec un décor de château en arrière-plan. C'est vrai, c'était vraiment un truc auquel je pensais en écrivant. Because it's so ridiculous, you know, the storyline is so silly. L'histoire est tellement ridicule, c'est complètement délirant. It can't be real, you know. So I began to think of it in my mind as a play. Donc comme ça peut pas être vrai, c'est vrai que l'aspect théâtral m'est apparu très not a written play in the way that a play is written in a screenplay, but as like I was envisioning it as a play on a stage. Pas une pièce de théâtre comme on pourrait la lire écrite, mais vraiment quelque chose en train de se produire sur scène, quoi, qu'on visualise. Et du coup, alors voilà, j'ai cité celui-ci, mais très souvent les dialogues sont comme ça, prennent tout un chapitre, et il y a beaucoup sont extrêmement expressifs, sans avoir besoin de décrire ce qui se passe ou ce que ça veut dire. Il y a des choses drôles, mais il y a aussi des choses qui picotent. J'ai rapidement
on décrit, enfin on présente ce livre comme un conte cruel, et il y a vraiment quelque chose de ça aussi. Les relations entre les personnages ont une part de cruauté et d'ambiguïté. On sait jamais trop si donc Memel, Mévé et Clara qui récupèrent Lucie on le font pour se moquer de lui. Dans une scène sur deux, on se doute que en fait il est un peu une poupée ou quelque chose pour les amuser, et ou si il l'adopte réellement, parce que dans une scène sur deux aussi, il y a une vraie tendresse et une vraie bienveillance pour lui. Le majordome qui a l'air d'avoir une vraie estime et un vrai intérêt pour ce garçon qui joue très bien son spectateur favori. Mais il s'en sert aussi sans vergogne, comme bouc émissaire pour la cuisinière Agnès notamment, comme appât, pour quelque chose dont je ne parlerai pas. Il y a la poignée d'aristocrates qui va passer par le château à un moment qui est aussi d'une cruauté assez importante. Et donc sous l'humour, il y a des vraies choses, des vraies méchancetés, des vraies pulsions, et c'est quelque chose qui se retrouve aussi, je trouve, dans Ablution et dans Les Frères Sisters, c'est-à-dire que d'un côté il y a quelque chose de très drôle avec voilà la galerie de personnages dans Ablution est très drôle. Les rencontres farfelues que vont faire les deux tueurs à gages qui traversent un état pour aller tuer un chercheur d'or sont assez farfelues, et les discussions qu'ils ont entre eux aussi assez absurdes. Et en même temps, dessous, il y a des choses qui sont acides et qui rongent un peu sous la surface. Je sais pas comment le dire. Ouais, c'est bien, c'est une super analyse je trouve, it's great analysis of how you work. Of how you... Is there something that I don't know if you want to say something about it. I'm not sure what she said. About how the cruelty and the danger I see. mixes with the kind of offbeat humor and stuff, and it's just an aspect of your work. Yeah. Well, I think that it's a natural. Any writer tries to find his or her balance. And for me, it winds up being about 50-50, I think. And everyone's different, but for me, it's about half comedy and half tragedy. Oui, chaque écrivain trouve son équilibre, et je trouve que chez moi, effectivement, c'est à peu près 50-50 entre l'aspect comique et l'aspect tragique. It's not that that's correct to me, it's just that that's my personal preference, or my instinctive. C'est juste un truc d'instinct, c'est pas fort. Je dis pas qu'il faut écrire comme ça, ou que c'est juste comme ça que ça se décline chez moi. I admire whole tragedies and whole comedies as a reader, but for me, I want to spend a little bit of time with both. En tant que lecteur, j'aime bien lire des œuvres entièrement tragiques ou entièrement comiques, mais en tant qu'écrivain, j'ai besoin des deux. Et du coup, en tant que lecteur, à la fin du livre, vous citez beaucoup d'auteurs, de grands auteurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos influences pour le livre? Discuss those, peut-être pas tous. You're not going to talk about everything. I mean, if you want to say something about the writers that you mentioned and how, what, or why. Well, the origins of me doing this is that with Sisters Brothers, so many of the reviewers like to assign influences to writers, and I found that they were wrong about 95% of the time. En fait, la raison pour laquelle j'ai mis ces auteurs, c'est parce que les critiques adorent dire quels écrivains vous ont influencé. Avec les frères Sisters, ils se sont trompés à 95%. Donc j'avais décidé pour celui-ci que j'allais mettre les écrivains que j'avais lus qui m'avaient influencé, pour qu'on ne puisse pas m'attribuer des influences inexistantes. So I wanted to be clear with this book, and then I also wanted to tip my hat to these men and women who've inspired me so much. And I hoped that the reviewers would pick it up and then maybe discuss. And then the idea, too, is that maybe people who like this book, who haven't read these authors, would go search for them. But this is the first time I've seen any, up until this moment, seeing these books, nobody has cared
So you don't notice. No, they don't even notice. And the reviewers still assign me incorrect influences. Donc ça n'a pas du tout marché. Les critiques continuent avec ce livre de m'attribuer des influences que je n'ai pas. Et en fait, mon but, c'était aussi, en parlant de ces auteurs, que justement les critiques en parlent et que d'autres puissent, des lecteurs qui s'intéressent à mon travail, puissent s'intéresser à des auteurs qui ne connaîtraient peut-être pas sinon, et aussi de les saluer au passage, enfin de les remercier pour leur travail. Mais en fait, c'est la première fois, ce soir, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a effectivement réagi en les mettant en avant et en me demandant d'en parler. Et du coup, est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous connaissez celui-ci, Song of Stone? Il est gallois? Je crois. Oui. Yeah, I think he reviewed Ablutions, I think. Ah. And it was like I think if it's the same guy, and it was like a very special. Si c'est le même gars, il a écrit une super critique d'Ablution. Ah, c'est possible. I think. Mais c'est marrant parce que ce livre-là, c'est celui-ci vu du point de vue du baron. Ah, this book is like your book except it's from the baron's point of view. Oh, okay. C'est voilà. Alors je vous recommande de prendre les deux. Vous avez là, vous avez des petites gens qui habitent un décor comme ils peuvent. Ici, vous avez un aristocrate décadent qui se situe tellement au-dessus de la masse, avec une langue extrêmement travaillée, un ton, un détachement des choses total, puisqu'il ne fait pas vraiment partie de ce monde-là, et une chute qui s'annonce petit à petit. Ça commence, il y a une guerre, on ne sait pas laquelle, on ne sait pas dans quel contexte, et il s'en va du château avec une femme de sa famille et puis des serviteurs, je crois. Et ils sont rattrapés par un peloton de soldats. C'est pareil, on ne sait pas qui se bat pour qui, pourquoi, et qui les ramènent au château en décidant de s'installer dans le château, et qui vont à la fois saccager les choses et jouer un peu avec les gens qui y habitent. Et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement une décadence. Cet homme va faire partie de ça, mais avec grande sophistication. Et c'est voilà, c'est vraiment les deux sont un écho impressionnant. Sauf que Patrick est meilleur quand même. Évidemment. So you're better than me. You're the reason for the season, man. Et du coup, est-ce que vous voulez lire un extrait en anglais? So would you like to read your... Should I? Is that okay? Est-ce que c'est Yeah, trop... just to Est-ce hear que it. vous avez envie de l'entendre? Alors, parce que ça va encore prendre du temps. Lui, il va Okay. lire en anglais, puis moi, je le lis en français derrière. So just to set it up for these people. Ah, yeah, okay. He misses the train because of this, and then we find out this thing, right? Basically, is that how? Well, no, the train is late. The train is late. Train is late, So what and it this is that explains- this yeah. is a train that Lucy has to catch. Right. He has to catch this train, and the train is late, and he Right, never right. knows why. Right. But we discover why. Donc, ce qu'il va dire, c'est une espèce d'interlude dans le roman. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment, qui ne fait pas vraiment partie de la narration, de l'histoire. Et c'est comme une nouvelle vraiment totalement extraite du texte qu'on peut lire indépendamment, mais ça explique pourquoi le train que Lucie doit prendre au début est retardé. Donc lui, il sait pas, personne ne sait, il attend le train et le train est en retard, et ensuite tout d'un coup il y a cette espèce d'interlude qui explique le retard, et ça s'appelle Eric et Alexander. The assistant train engineer named Eirik was entertaining disappointment in the tavern after hearing news that his junior colleague, Alexander, would be made full engineer, an insult considering Eirik's seniority and years of loyal service to the company. He had had 9 plum brandies when Alexander entered the tavern, nodding his small greetings all around but making no announcement of his advancement, which somehow was worse than if he had, for it was plain just to look at him that he was distending with pride. He took a seat beside Eirik and laid a palm on his back. Eirik felt a measure of pity in that hand, and he rolled his shoulder to remove its weight. Alexander volunteered to buy Eirik a drink,
but he declined. "Thank you all the same," he said, "but I'm not quite destitute yet." "I wish you wouldn't take it that way," said Alexander. "Wishing is a pastime for disappointment, nothing more," Eirik replied. "Take it from one who knows." Now Alexander became serious, and he spoke with an edge to his voice Eirik had never heard before. "Look now, we've got to work together. Tomorrow morning and each morning after. You and I have always got along well enough. I do hope there won't be any problems between us now." Eirik found himself regarding the ringed baby flesh of the man's neck, imagining what it would be like to grip it in his fists. And in that same unsettling way one realizes he's left the door to his home ajar, Eirik knew that he could kill Alexander. Not that he would, but that it was possible. "There won't be any problems coming from me," Eirik said, and he excused himself, bowing exaggeratedly before weaving from the tavern and into the road. He went home for his supper, but found no solace there, his foul mood compounded by his wife's miserly cheese portion. His wife was always miserly with her cheese portions, but the amount he received that night was even more scant than usual. He sat at the table alone, staring at his empty plate, and considering his private theory, which was that his wife secretly ate the cheese herself while he was at work. "More cheese," he called. Her voice from the larder was unemotional. "There is none left." "How in the world did we eat through an entire wheel in less than half a month?" "What can I tell you? You eat it, and then it's gone." "But I don't eat it. That's just the problem." He moved to the kitchen and found her stacking plates, her back to him. "You eat it," he said. She stiffened and turned to look at her husband, loathing everything about him. His weak chin, his sour odor, his lopsided mustache, his stoop. The thing was, she really did secretly eat the cheese. No sooner would Eirik leave for work than she would go for the hidden wheel and tug away a goodly-sized piece, savoring this in a corner nook otherwise unused, save for this lone and lonely activity. But she was unsatisfied in most every aspect of her life, and the cheese was one of the very few pleasures she had. Now it appeared that this too would be stolen from her. "All right then," she thought. "Take it all, even my smallest happiness." Reaching her arm deep into the cupboard, she removed the hoarded cheese and laid it on the counter before making for the privacy of the attic, where she wept in the full-throated style, feeling just as sorry for herself as a person could ever hope to feel. Eirik stood a while, swaying and listening to his wife's jerky, breathy sobbings. He knew he should move to comfort her, but he found the desire to do so entirely absent, being far too excited about this unexpected surplus of Gouda. "I'll pay her a visit after a snack, perhaps," he thought, and brought the cheese to the dining room table, consuming the entire half-wheel, in addition to a bottle of elderberry wine, afterwards passing out in his chair and suffering through a cycle of horrific dreams and visions. Alexander furiously copulating with his wife while eating his, Eirik's, cheese. His wife lying on the table nude while Alexander carved elegant swaths into a broad white calf with a paring knife, for she herself was fashioned from cheese. That his penis was cheese which broke off while he urinated. That his penis was cheese his wife nibbled on while he slept. All through the night like this, and so in the morning, in addition to the state of his head from the wine and plum brandy, his sense of peace was compromised as he set out for work. He arrived at the station 10 minutes late with bloodshot eyes and a halo of fumes swarming his head. Alexander recognized the man's impairment and felt a professional impulse to chastise him. "So you kept it up last night?" he asked. "I did what I had to do. And now I'll do the same." An uneasy beginning, then. They spoke little as the hours went by. Eirik's pain and insult were stubbornly insistent, but he knew that he would get through the day, and that the next day would not be quite so bad. In passing time, he thought of the loveliness of a glass of brandy. The first glass after a shift, the way it drew down his throat and coated his insides with flammable heat, afterwards leaving an aroma of smoked plum smoldering in his nostrils and mouth when he exhaled. It was very invigorating, that first plum brandy, and he began to look forward to the tavern with earnest, uncomplicated appreciation. His anger diminishing, he decided he would buy his wife a wheel of cheese on the way home from the tavern, and that he would encourage her to eat just as much as she wanted, in plain sight, just so long as he could have his fair share as well. And when this ran out, so what if they had to buy another,
Perhaps he wasn't a full engineer, but he earned a good wage, and there was room for occasional extravagances so long as they weren't too dear. Eirik hit his stride with his coal spade, and the flames shimmied and spit in the firebox. Sweat ran off his nose and chin and into his eyes, and this was agreeable to him. Life was not such a trial after all, he mused. It wasn't easy, but then how dull an experience it would be if it were so. He began to whistle, and this meant that he was happy. Alexander sensed the change in his partner's mood and felt calmer for it. Allowing his mind to drift, he fell to thinking of the difficulties of his youth. His mother dead mere months after his birth. His father, waylaid from sorrow, vanished one autumn morning, never to return, never sending word. From the start, Alexander was instilled with the knowledge that whatever shape his life took, it was up to him alone to sculpt it. And so, to have risen to the level of engineer, he couldn't help but feel proud of himself. Surely this is understandable. But half an hour shy of the town called Barry, he made the mistake of verbalizing his satisfaction. "My maiden voyage as engineer," he said. "I can't deny it, but it feels good." He turned to Eirik, who said nothing, but looked stonily ahead. Alexander said, "Won't you allow me a moment of boasting, old friend?" "Boast away," Eirik said. "I won't stop you. But why can't you be happy for me?" "Who's to say I'm not? But how would I know if you were?" Eirik jammed the spade in the coal tender. "What do you want me to do?" he asked. Alexander became sheepish. "Typically, when a man has a turn of good luck," he said, "his fellows will offer their congratulations." At this last word, Eirik's black mood returned, a poison which leached through to the deepest parts of his soul. Alexander's neck looked velvety soft to the touch, and Eirik's fingers began to twitch and grip. He resumed his feverish shoveling, and as the train barreled along the rails, he waited for his hatred to ebb, but it never did. And in fact, it only doubled and redoubled, so that he felt lost to it. Resignedly, he waited for the best moment to exercise this feeling. The train eased into the station at Barry. Alexander peered out, an attitude of calm defining his person. He turned to Eirik, meaning to offer him some minor encouragement or compliment, when he saw his co-worker was watching him with a fanatical look, his eyes dreadful, grotesquely transformed. The look made Alexander wary, and he asked, "What's the matter?" "You want me to congratulate you?" Eirik asked. "Don't you feel it's in order?" "Indeed it is, sir, but you're certain you want me to?" What manner of test was this? Would Eirik strike him with his fists? Well then, better to have it out. Alexander was a healthy man, if portly, and had seen his share of tavern battles. He was not afraid of the stingy wretch who stood before him. Resting his hand on the brake lever and gripping it in his fist, he struck an upright and confident pose and said, "I'm certain, Eirik. Let's have it." The spade stuck out at an angle from the coal tender. Later, speaking to his cellmate, Eirik would muse that it was as if the spade were leaning towards him, offering itself for assistance. He swung it in a quick, tight circle, bringing the edge down on Alexander's hand, severing cleanly the man's foremost 3 fingers, while the fourth hung, as if on a hinge. This swayed up and back, and Alexander stood there watching the blood drain from the stumps with the look of a man who had just witnessed a baffling illusion. "Congratulations," Eirik said. He collected the fingers with a spade, and he tossed them into the churning firebox. La VF? La VF. La déception tourmentait Eric, le chauffeur du train, dans la taverne. En effet, il avait appris que son jeune collègue Alexander allait être nommé mécanicien. Un affront étant donné l'ancienneté d'Eric et ses nombreuses années de bons et loyaux services dans la société. Il avait déjà bu 9 eaux-de-vie de prune lorsqu'Alexander entra dans l'établissement, saluant d'un hochement de tête les uns et les autres, mais sans claironner sa promotion, ce qui d'une certaine façon était encore pire que s'il l'avait fait, car il était manifestement gonflé de fierté. Il s'assit près d'Eric et posa une paume à plat dans son dos. Eric sentit de la pitié dans cette main et s'en débarrassa d'un roulement d'épaule.
Alexander lui proposa de lui offrir un verre, mais Eric déclina. « Merci, mais je ne suis pas encore sur la paille. »« Je souhaiterais que tu ne plaignes pas comme ça, » dit Alexander. « Souhaiter est un passe-temps qui n'apporte que des illusions, » répliqua Eric. « C'est moi qui te le dis. » À ces mots, Alexander devint sérieux, et il déclara d'un ton qu'Eric ne lui avait jamais entendu auparavant. « Écoute, il faut qu'on travaille ensemble. Demain matin et tous les matins suivants. Toi et moi, on s'est toujours bien entendu. J'espère qu'il n'y aura pas de problème entre nous maintenant. » Eric se surprit à observer le bourrelet de chair autour du cou de son interlocuteur, imaginant ce qu'il ressentirait s'il le serrait dans ses mains. Et à l'instar de celui qui s'aperçoit que sa porte est restée ouverte, il fut troublé de comprendre qu'il aurait pu tuer Alexander. Non pas qu'il l'eût fait, mais c'était de l'ordre du possible. « Il n'y aura aucun problème pour ma part, » déclara Eric. Et il prit congé, s'inclinant exagérément avant de traverser la taverne pour sortir. Il rentra dîner chez lui, mais n'y trouva aucun réconfort. La maigre portion de fromage que sa femme lui servit ne faisant qu'empirer son état d'âme. Sa femme était toujours chiche avec cette portion de fromage, mais le morceau qu'elle lui offrit ce soir-là était encore plus petit que d'habitude. Il resta à table, seul, fixant son assiette vide et ruminant sa théorie, à savoir que sa femme mangeait en secret le fromage pendant qu'il travaillait. « D'autres fromages !» s'exclama-t-il. La voix qui lui répondit depuis le cellier était indifférente. « Il n'y en a plus. »« Comment ça? On a mangé toute une meule en moins de 2 semaines? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu le manges? Il n'y en a plus. »« Et je n'en mange pas. C'est bien ça le problème. » Eric alla dans la cuisine et trouva sa femme de dos, en train d'empiler les assiettes. « C'est toi qui le manges, » lâcha-t-il. Elle se raidit, puis se tourna pour regarder son mari. Elle détestait tout chez lui. Son menton fuyant, son odeur aigre, sa moustache de travers, son dos voûté. En réalité, elle mangeait effectivement le fromage en cachette. À peine Eric était-il parti travailler qu'elle allait prendre la meule et s'en couper un bon morceau, le savourant dans un coin réservé à cette activité solitaire. Mais elle se sentait frustrée dans la plupart des aspects de son existence et le fromage était l'un des rares plaisirs qu'elle connaissait. Et maintenant, ça aussi, on allait le lui voler. Eh bien, vas-y, prends-moi mon petit bonheur. Fourrant le bras au fond du placard, elle sortit le fromage qui était rangé, elle le posa sur le comptoir avant d'aller se réfugier dans le grenier où elle pleura à chaudes larmes, s'apitoyant sur son sort autant que possible. Eric resta à se balancer d'un pied sur l'autre un moment en écoutant les sanglots saccadés et bruyants de sa femme. Il savait qu'il devrait la consoler, mais il n'en avait pas la moindre envie, impatient qu'il était à l'idée de savourer ce supplément inattendu de Gouda. « J'irai la voir après mon rab, peut-être, » se dit-il, et il emporta le fromage sur la table de la salle à manger. Il dévora la demi-meule en entier avec une bouteille de vin de sureau, après quoi il s'assoupit sur sa chaise, en proie à une série de rêves et de visions horribles. Alexander copulant furieusement avec sa femme tout en s'empiffrant de son fromage à lui. Alexander découpant en fines tranches avec un petit couteau le gros mollet blanc de sa femme faite de fromage et allongé nu sur la table. Son propre pénis en fromage se brisant pendant qu'il urinait. Ou encore sa femme grignotant son pénis en fromage pendant son sommeil. Cela dura toute la nuit. Ainsi, le lendemain matin, en partant travailler, il avait non seulement mal à la tête à cause du vin et de l'eau de vie prune, mais sa conception de la paix était largement compromise. Il arriva à la gare avec 10 minutes de retard, les yeux injectés de sang, un halo de vapeur lui enveloppant la tête. Alexander comprit immédiatement dans quel état se trouvait Eric, et, dans un élan professionnel, se mit à lui faire la leçon. « Alors, t'as remis ça hier soir ?» ?»« J'ai fait ce que j'avais à faire. Et maintenant ? » ?»« Maintenant, je vais faire ce que j'ai à faire. » Début inquiétant, donc. Ils se parlèrent à peine pendant les heures qui suivirent. La souffrance et le sentiment d'humiliation d'Eric persistaient avec obstination, mais il savait qu'il traverserait la journée et que le lendemain, ce ne serait pas si dur. Le temps passant, il songea avec délectation à un verre d'eau de vie, le premier qu'il prendrait après son service.
à la façon dont le liquide coulerait dans sa gorge et tapisserait ses entrailles d'une chaleur ardente, lui laissant après coup un parfum de prune fumée dans les narines et la bouche. C'était très revigorant ce premier verre d'eau de vie, et il commença à avoir très sincèrement hâte de retourner à la taverne. Sa colère s'apaisa de sorte qu'il décida d'acheter un fromage lorsqu'il rentrerait ensuite chez lui et d'encourager sa femme à en manger autant qu'elle le désirerait, sans avoir à se cacher, à condition qu'elle lui en garde une part équitable aussi. Et s'il le finissait, eh bien, ils en rachèteraient un autre. Il n'était peut-être pas mécanicien, mais il avait quand même une bonne paye et il pouvait se permettre quelques extravagances de temps à autre, tant que ce n'était pas hors de prix. Éric mania de plus belle sa pelle à charbon et les flammes dansèrent et crépitèrent dans le foyer. La sueur se mit à couler sur son nez, son menton et ses yeux, ce qu'il trouva agréable. La vie n'était pas si éprouvante en fin de compte, songea-t-il. Elle n'était pas facile, certes, mais si cela avait été le cas, est-ce qu'il ne s'ennuierait pas ferme? Il commença à siffler, signe qu'il était content. Alexander perçut le changement d'humeur de son partenaire et en fut soulagé. Laissant vagabonder son esprit, il médita sur les difficultés qu'il avait traversées plus jeune. Sa mère, morte quelques mois après sa naissance, son père, ravagé par le chagrin, qui avait disparu un matin d'automne pour ne jamais revenir ni donner signe de vie. Depuis le début, Alexander était convaincu que ce serait à lui de façonner son existence, quelle que soit la forme qu'elle devrait prendre. Et maintenant qu'il s'était hissé au poste de mécanicien, il ne pouvait s'empêcher d'être fier de lui. C'était compréhensible, sans aucun doute. Mais une demi-heure avant Bury, il fit l'erreur d'exprimer sa satisfaction. « Mon baptême de mécanicien !» lâcha-t-il. « Ah, ça fait du bien. » Il se retourna vers Éric, qui resta silencieux, mais se tint froidement devant lui. Alexander ajouta. « Quoi? J'ai pas le droit de me réjouir un peu, mon vieux? »« Mais oui, bien sûr, » rétorqua Éric. « Je n'y vois aucun inconvénient. Tu ne peux pas être content pour moi? Qui t'a dit que c'était pas le cas? Mais comment je peux savoir que tu l'es? » Éric fourra sa pelle dans le charbon tendre. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » demanda-t-il. Alexander afficha un air penaud. D'ordinaire, quand quelqu'un a une bonne nouvelle, ses amis le félicitent. En entendant cette phrase, l'humeur noire d'Éric reprit le dessus, poison virulent s'infiltrant au plus profond de son âme. Le cou d'Alexander parut d'une douceur de velours. Les doigts d'Éric tressautèrent et se raidirent. Il continua de pelleter avec ardeur, et tandis que le train filait à toute vapeur sur les rails, il espéra que sa haine s'apaise. En vain. À dire vrai, elle ne fit que doubler et redoubler, et il finit par s'y abandonner. Résigné, il attendit le meilleur moment pour exorciser ce sentiment. Le train s'arrêta en gare de Bury. Pénétré d'un calme absolu, Alexander regarda dehors. Puis il se tourna vers Éric dans l'idée de l'encourager un peu ou de le complimenter, mais il s'aperçut que son collègue le fixait, l'air enragé, avec des yeux grotesques, difformes et monstrueux. Alexander se ravisa et, prudent, demanda « Qu'est-ce qui se passe? »« Tu veux que je te félicite ?» répliqua Éric. « Tu crois pas que ça serait normal? »« Absolument. Tu en es vraiment sûr? » S'agissait-il d'un interrogatoire? Est-ce qu'Éric allait le frapper? Eh bien, mieux valait s'expliquer. Alexander était costaud, voire corpulent. Il avait connu son lot de rixes à la taverne. Ce n'est pas le misérable rapia se tenant devant lui qui allait lui faire peur. Posant la main sur le frein, il agrippa le manche et se redressa à l'air confiant. « J'en suis sûr, Éric. Je t'écoute, fit-il. La pelle surgit du tas de charbon. Plus tard, comme il le raconterait à son compagnon de cellule, Éric affirmerait avoir eu l'impression que la pelle s'était inclinée dans sa direction pour lui venir en aide. D'un geste bref, il décrivit avec l'outil un petit cercle et le tranchant de la partie métallique s'abattit sur la main d'Alexander, lui sectionnant 3 doigts et en brisant un 4e qui resta suspendu en 2 parties, telle une charnière.
La phalange mutilée se balança d'avant en arrière et Alexander observa le sang couler des moignons avec l'expression d'un homme venant d'assister à un tour de passe-passe déconcertant. « Félicitations !» lança Eric. Il ramassa les doigts avec la pelle et les jeta dans le foyer incandescent. Félicitations. Oh, une petite mousse. Oui, allons boire. Ben, merci beaucoup, merci d'être venu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à en acheter 2 pour vous, 3 pour offrir, et à découvrir aussi donc les autres livres qui ont servi d'inspiration pour faire émerger tout ça. Merci à toi. Merci. Merci. Au revoir.